Ah, voilà. Je vais mettre en muet en attendant peut-être les 2 prochaines minutes. J'ai Monsieur Petit qui lève la main. Alors, hop. Bonjour à tous. On va juste attendre peut-être quelques minutes, laisser la majeure partie des personnes nous rejoindre et puis on va commencer. C'est un peu comme le soir du réveillon. Attention, attention. 3, 2. Bon, encore un petit peu de patience, mais voilà. Je pense qu'on va avoir aussi beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Dans 2 minutes, hop, dans 2 minutes, Bonne on année. commence. Bon webinaire. Alors, voilà. Bon, le champagne, Adrien, ce sera sur Natexpo. Ah, mais moi, j'en ai chez Mintel. On boit du champagne pendant qu'on présente. C'est d'ailleurs pour Ah ça bah qu'on fait voilà. des blagues avant les débuts de présentation. Voilà. Bon, bah, il va falloir venir, hein, comme ça on fera. La prochaine, on monte en gamme à chaque webinaire. Bon, bah, on va commencer. Donc, hop, moi, je vois vos messages. Donc, merci à tous de nous rejoindre sur ce webinaire du bio au Clean Label, donc organisé en partenariat avec Mintel et donc Caroline Roux que vous voyez peut-être à l'écran. Donc, pour rappeler, donc, ce webinaire va durer 40 minutes avec une session ensuite de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur la partie conversation au fil de l'eau et on essaiera de répondre au maximum de questions à la fin. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay par mail dans 24 heures et vous pourrez ensuite le reconsulter sur votre espace membre sur le site du cluster. Et puis, voilà, on va pouvoir commencer tout de suite.
Donc, Caroline, je vous… Oui, j'essaie de passer la Alors, page. du Ça va coup, venir, ça va venir. techniquement, Voilà, voilà, c'est voilà, impeccable. premier exercice de notre côté sur le webinaire à double conférencier éloigné, puisque Caroline est à Londres et elle se présentera juste après. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais présenter nos événements à venir, puisqu'on est tous entre adhérents du cluster bio. Ce week-end, on sera donc sur Natexpo avec 55 entreprises qu'on accompagne. Vous aurez donc pour les exposants et les visiteurs, on aura donc un espace de restauration qui sera disponible sur notre stand en J124 les 3 jours et en I49. Des tables de rendez-vous qui seront disponibles et vous pouvez nous demander en amont de réserver sur des créneaux courts, à peu près d'1 heure pour qu'on laisse la place pour tout le monde. Et ensuite, le dimanche soir à 18h, on présentera le lancement officiel de Bio & Days autour d'un apéritif convivial. Pour les prochains événements, le 29 octobre, on va faire une rencontre cosmétique avec l'association Cosmé Bio entre adhérents chez l'Amazona. Et en fait, parmi vous, il y a également des personnes qui sont sur la cosmétique et compléments alimentaires. Et il y a un vrai intérêt aussi de participer à ce webinaire parce qu'il y a de réelles inspirations entre l'agroalimentaire et la cosmétique. Dans la suite du programme, visite d'un centre de tri suivi d'un atelier sur le recyclage avec des demandes et des besoins sur l'emballage qui augmentent sans cesse. Le 4 novembre, un rendez-vous de la cuisine éco-responsable à destination de nos restaurateurs et fournisseurs de restaurants. 2 formations qui auront lieu ensuite le 6 et 7 novembre à Lyon sur les négociations commerciales. Magasins spécialisés, c'est plein. Et il reste peut-être 1 ou 2 places sur les magasins sur la grande distribution. Avis aux intéressés. Et ensuite, sur le mois de novembre, une mission Danemark, Suède et visite du Salon Neuf pour la partie internationale. Et pour ceux qui ont des besoins de financement, la rencontre financement le 18 novembre. Alors, on va passer maintenant donc, à qui est Mintel, qui est Caroline, et ensuite pourquoi ce partenariat avec Mintel. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Caroline Roux, je suis analyste chez Mintel. Donc mon travail en fait consiste à étudier les marchés de l'agroalimentaire, que ce soit le marché français, mais aussi les marchés internationaux et en particulier les marchés des produits laitiers. Donc je suis aussi bien ce qui se passe sur l'innovation que les besoins des consommateurs. Pour ceux qui nous connaissent peu, en fait, Mintel est on est décrit comme une agence d'études de marché. En fait, on est une agence de conseil. On est surtout connu pour notre base de données de nouveaux produits, c'est-à-dire qu'à travers le monde, on a des acheteurs qui font du shopping, si vous voulez, dans 86 pays, qui achètent tout ce qu'ils peuvent trouver en grande distribution, mais aussi en ligne. Envoie tous les produits chez Mintel et nous, on épluche les packaging et on entre tout ça dans notre méga base de données. Donc, comme vous pouvez voir ici, on rentre tous les mois 30 000 nouveaux produits. Et à partir de ces informations, on peut extraire des tendances sur les innovations aussi bien agroalimentaires que les produits de beauté, que les produits d'entretien, en fait, tout ce qu'on trouve en supermarché. Mintel, c'est cette base de données, mais c'est aussi des données consommateurs dans bientôt 35 pays, mais pour l'instant dans 13 pays dans le monde, et aussi des données de marché avec des tailles de marché. Donc mon travail à moi, c'est de compiler toutes ces informations et d'en tirer des insights et des actions, des recommandations pour nos clients. Voilà, merci Caroline. Et donc le but, nous, du cluster, de faire ce partenariat avec Mintel, c'est donc d'apporter plus de tendances produits à nos adhérents via de l'information, via des jeudis bio, via des conférences sur l'AG, des webinaires, un peu alimenter nos articles de blog, toute la partie innovation, et après de pouvoir ensuite aller plus loin avec vous dans vos problématiques d'innovation, et notamment via de la veille personnalisée. Je vous en parlerai à la fin de la présentation.
Et ensuite, une autre des raisons et concrétisation du partenariat avec Mintel, c'est donc que sur ces 2 jours en mars prochain, Mintel viendra, et donc Caroline viendra présenter les tendances émergentes au-delà du bio à l'occasion d'une conférence plénière sur le matin du 26 mars. Donc voilà, c'est l'occasion de parler, vu que Bio Day, ce sera comment créer durablement la croissance du bio, parler vraiment de l'état des lieux du marché bio sur la première journée, et deuxième jour, de dire que le bio semble plus suffisant, qu'il faut aller au-delà du bio. Et donc, ce sera sur ce sujet-là que Caroline pourra s'exprimer. Et aujourd'hui, on a choisi d'aller sur un sujet un tout petit peu plus concentré, de choisir une des solutions pour aller au-delà du bio, qui peut être donc le Clean Label. Alors, j'ai des réclamations parce qu'il paraît qu'il fait trop sombre derrière moi. Je vais essayer de me retourner. On va voir, je vous avais mis du jaune. Je vais essayer de vous mettre le London Eye. Vous allez me dire si c'est mieux. Mais bon, ce qui compte, c'est plutôt les slides. Que voilà, je vous ai mis une autre décoration si vous voulez. J'espère que c'est mieux. Parfait. Ça va être un peu plus sombre, moi, je trouve, mais bon. Personne n'est content. Et ben, je vais continuer. Donc, pourquoi ce sujet du Clean Label et du Bio Clean Label? Donc, depuis 2017, il y a eu beaucoup d'applications qui se sont développées, en commençant par Yuka, qui a été suivi par énormément d'autres, qui vient du fait que 79% des foyers se disent inquiets de la sécurité alimentaire. On enchaîne les scandales alimentaires. Et c'est arrivé avec la nécessité maintenant de regarder la composition du produit, de la comprendre aussi, qu'elle soit traduite. Et 21% des foyers utilisent des applications pour comprendre la composition des produits. C'est quand même énorme, sachant que 21 foyers, ça ne dit pas combien de personnes dans le foyer. Une autre information, là, donc c'est des données de Kantar, mais on a d'autres données qui disent que finalement, c'est 50% des consommateurs qui regardent les produits. Et donc, en 2019, on a 12 millions d'usagers rien que pour Yuka, qui va en plus internationaliser. Et donc, pourquoi je parle de Yuka, c'est qu'ils ont publié récemment une étude qui explique que c'est une des applications qui est considérée comme la plus utile dans son téléphone, que 83% des personnes ont déclaré acheter moins mais de meilleure qualité, et que ça peut amené à 94% d'arrêt d'achat de produits. Notamment, j'avais vu entre 4 et 9 produits qui ont été arrêtés d'être achetés par rapport au score de ces applications. Et que donc 90% des consommateurs pensent que ces applications peuvent avoir un impact positif sur les changements de réglementation. Donc ça, on verra. En tout cas, il y a un impact sur les produits des industriels, avec beaucoup de changements et justement des produits qui vont vers du Clean Label. Et puis, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi que ce sujet vous intéresse pour aller encore un petit peu plus loin sur vos projets et vos produits. Je vais maintenant du coup laisser Caroline présenter un petit peu ces tendances et donc du bio au Clean Label, les attentes des consommateurs. Merci Lauriane. Ce qui est intéressant en fait finalement dans ces applications, c'est que je trouve plus ma souris pour voilà, c'est que jusque-là en fait les consommateurs, certains consommateurs faisaient confiance au logo tel que le logo bio, mais maintenant la question à se poser, c'est de savoir si le logo bio suffit. Ou de toute façon qu'il suffise ou pas, il y a une recherche approfondie des consommateurs puisqu'ils vont aussi utiliser l'application. Donc, c'est différentes, ou ce type d'application, c'est différentes sources finalement d'informations pour prendre des décisions. Le sujet aujourd'hui n'est pas spécialement sur ces applications-là, c'est bien sur le bio. On va voir une première partie de cette présentation sur savoir où en sont les consommateurs français dans leur attachement par rapport aux produits bio et la confiance qu'ils ont par rapport à ces produits. Et dans une deuxième partie, on parlera effectivement de ce qu'on appelle le Clean Label en anglais, mais aussi en français visiblement. Et on va poser la question de savoir si c'est une opportunité pour le bio ou si c'est finalement une menace, une opportunité comme une source d'inspiration ou une menace, puisque finalement, si les produits conventionnels, eux aussi, mettent en place des stratégies de Clean Label, alors il y a un risque que la différenciation entre les produits conventionnels et les produits bio
se rétrécissent ou soient plus difficiles à faire de nouveau. Donc, juste pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va faire un point sur où en sont les consommateurs dans leur attachement, dans la confiance qu'ils portent aux produits bio. D'abord, comme je vous l'ai expliqué brièvement quand j'ai présenté Mintel, chez Mintel, on a donc cette base de données géante de lancement de produits. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai interrogé la base de données. Je n'ai regardé que les produits agroalimentaires et de boissons lancés en France ces 12 derniers mois. Et j'ai donc constaté que plus d'un quart de ces produits étaient certifiés bio. Alors tout de suite, que ce soit bien clair, ici on regarde les lancements de nouveaux produits. On ne regarde pas, il ne s'agit pas de données de vente, ça ne reflète pas forcément ce qu'il y a en rayon, mais c'est bien, ça reflète les stratégies des entreprises. Un quart des produits lancés en France ces derniers 12 mois étaient avec une certification bio. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y en a plus en rayon, mais ça, encore une fois, ça ne reflète pas l'état des ventes. Si on compare le marché français, c'est quand même toujours intéressant de se comparer par rapport à d'autres marchés, ça donne ça donne des perspectives. Si on compare le marché français au reste du monde, j'ai envie de dire qu'on domine, c'est un peu gonflé comme choix de mots, mais en termes de lancement, d'innovation dans le bio, le marché français est assez moteur ou bien en avance sur d'autres marchés. En Europe, 17% des produits lancés dans l'agroalimentaire ces 12 derniers mois étaient avec une certification bio. Vous voyez qu'en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, on parle de 15% et puis on est à des niveaux beaucoup plus bas pour d'autres régions du monde. D'un côté, on a effectivement cette innovation qui arrive en supermarché et d'un autre côté, on a aussi des consommateurs qui consomment du bio de façon très régulière. Et ici aussi, j'ai fait le choix de comparer les données qu'on a sur les consommateurs français par rapport à nos voisins européens. Vous remarquerez sans controverse que je n'ai pas mis les Anglais. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde ? On constate que 3/4 des Français achètent des produits bio, donc c'est un niveau de pénétration qui est quand même, enfin des produits bio dans l'agroalimentaire ou des produits de boisson, c'est beaucoup. Et on a surtout, ce qui est un chiffre très intéressant de mon point de vue, c'est 1/3 de ces consommateurs qui achètent du bio au moins une fois par semaine. Donc, non seulement on a une pénétration importante, mais aussi on a des achats réguliers des produits certifiés organiques ou certifiés bio. Alors, où est-ce qu'on en est dans justement le rapport qu'ont les consommateurs français par rapport à la certification et aux bénéfices apportés ou promis par les produits bio? D'abord, certains consommateurs sont clairs sur les bénéfices du bio, puisqu'on a 28% des Français qui disent que les produits bio sont good value for money, c'est-à-dire apportent un bon rapport qualité-prix. Donc, ils savent pourquoi, ils ont compris, ils ont rationalisé le fait de payer un peu plus cher, puisque c'est quand même souvent le cas, pour des produits bio. Par contre, il reste encore beaucoup de Français à convaincre, puisqu'on a 40% des consommateurs français qui disent que finalement la certification est une excuse utilisée par les entreprises pour nous faire payer plus. Et puis, un Français sur deux qui nous dit ne pas être clair finalement sur pourquoi les produits bio sont plus chers que les produits conventionnels. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas prêts à payer plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas être convaincus, mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'explication, de raison claire. Est-ce que c'est lié au goût? Est-ce que c'est lié à leur santé? Donc, il y a encore, finalement, malgré le fait que la certification est connue, il y a encore toute une zone d'ombre des bénéfices associés ou des bénéfices supplémentaires des produits bio par rapport aux produits non bio. Ce qui est intéressant aussi de voir, ce qui va nous permettre de faire le lien avec justement cette stratégie de Clean Label, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles les consommateurs français achètent du bio. Ici, on a posé la question
aux acheteurs de bio, pas aux Français on a uniquement aux acheteurs de bio. On a vu que c'était quand même 3/4 des Français qu'on avait interrogés, donc c'est beaucoup. La première raison, en fait, ou les deux premières raisons, sont des raisons liées à leur santé. C'est pas lié au développement durable, c'est pas des croyances ou une conviction que les produits sont meilleurs en goût. C'est d'abord pour leur santé personnelle, avec une volonté d'éviter tout ce qui est additifs ou conservateurs et d'éviter tout ce qui est pesticides, produits chimiques, hormones, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que finalement Yucca traque et tout ce que les marques conventionnelles qui sont parties dans une stratégie de reformulation en phase avec le Clean Label vont essayer de retirer de leur liste d'ingrédients. Donc, pourquoi j'insiste ici? Parce que finalement, ce qui est la motivation à l'achat des produits bio est une motivation qu'on retrouve aussi pour l'achat des produits agroalimentaires ou des produits alimentaires et de boissons en général. Donc, le bio ne répond pas forcément à une motivation spécifique d'une cible particulière. Ça répond à un besoin qui est général dans la population, mais qui répond bien à ce besoin, mais qui n'est pas propre à la certification. Juste un point, et si ça vous intéresse, donc chez Mintel, on a évidemment bien plein de données consommateurs, mais aussi là, je vous ai mis un niveau assez général, on peut regarder à un niveau plus fin, et notamment, c'est intéressant de voir que les consommateurs les plus âgés trouvent plus de raisons à l'achat du bio. Il y a effectivement leur santé, mais ils croient plus dans les bénéfices environnementaux, au soutien de l'agriculture locale. Donc, les consommateurs plus âgés sont, d'un certain côté, plus convaincus, ou en tout cas ont plus de raisons d'aller vers le bio. Un point qui me semble être, ma foi, très intéressant et qu'il faut absolument, j'ai envie de dire presque chouchouter, c'est le fait que les consommateurs français, et ici on regarde de nouveau tous les consommateurs, pas uniquement les acheteurs de bio, font confiance à la certification bio. C'est-à-dire qu'ils pensent que quand il y a une certification bio sur un produit, c'est que le produit est effectivement bio. Ils n'imaginent pas qu'on puisse mettre des certifications à tort et à travers qui ne seraient pas en phase ou conformes aux standards bio. Donc ça, c'est important parce que s'ils voient le logo, ils font confiance à ce logo, ils font confiance en le fait que le produit est bio. Par contre, ils sont en demande de plus de preuves scientifiques sur l'aspect santé. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, serait plus tangible et probablement aiderait à les convaincre. Et ils voient finalement assez peu de différence en termes de qualité, notamment de goût, entre les produits bio et les produits conventionnels. Donc, encore une fois, une confiance dans la certification, dans les standards de la certification, mais ils ne sont pas convaincus où ils n'ont pas encore perçu finalement les bénéfices du bio. Donc ça, c'était sur le bio, mais finalement, comme je vous l'ai expliqué avant, les tendances qui sont sous-jacentes, les tendances qui sont des drivers de l'intérêt des consommateurs pour le bio, sont finalement des tendances sociétales, avec des consommateurs qui recherchent des produits dans lesquels ils peuvent faire confiance, et des produits qui sont justement meilleurs pour la santé, puisque ils sont sans additifs, sans conservateurs, sans pesticides. Il y a aussi autre chose par rapport à cet aspect confiance dans les marques. On a des consommateurs, notamment les plus jeunes, ce qu'on appelle les millennials. On dit que c'est les plus jeunes, mais ils finiront par plus être les plus jeunes parce que les millennials, ils ont entre 25 et 40 ans maintenant, donc ils continuent un petit peu à vieillir finalement comme tout le monde. Les millennials sont en recherche de plus de connexion finalement avec les marques de produits alimentaires qu'ils achètent, et notamment une des façons par lesquelles ils connectent plus, c'est quand ce sont des plus petites marques et le plus petit possible, parce qu'il y a une idée de plus de confiance, plus de naturalité dans ces produits. D'où une transition justement vers le Clean Label et ce que peuvent faire les marques pour continuer à se différencier
du reste. Je crois que Lauriane voulait dire un petit mot à ce moment-là. C'est ça, les transitions, parce que donc, on a vu que le bio, il y avait de la confiance sur le bio et qu'il faut aller au-delà. En fait, il y a un besoin d'aller au-delà de la réglementation européenne qui montre, on va dire, les bases du bio, mais il y a des volontés justement d'être plus exigeants, à la fois sur l'éthique, mais aussi sur l'exigence produit. Et donc, une des solutions, c'est le Clean Label. Et juste pour rappel, donc le Clean Label n'est pas défini, c'est pas une réglementation, il n'y a pas de normes qui existent pour définir le Clean Label, c'est une démarche qui donc va pouvoir, la définition va pouvoir varier en fonction des entreprises, mais on va dire les quatre fondamentaux, c'est notamment réduire le nombre d'allergènes et d'additifs, de changer les additifs chimiques par des additifs naturels, de réduire le nombre d'ingrédients dans les listes de produits, et ensuite le fait de communiquer de façon plus transparente auprès du consommateur avec une communication plus ludique ou en tout cas plus accessible, plus de proximité. Je laisse Caroline continuer. Juste pour reprendre ce que dit Lauriane, effectivement, le Clean Label est une démarche et il faut faire attention au fait que c'est une démarche, une stratégie d'entreprise, mais pour l'instant, ce n'est pas du jargon consommateur. Encore que ici, j'ai voulu vous mettre un exemple d'une entreprise qui, en France, utilise le terme de Clean Label sur sa communication vers les consommateurs, puisque Rostin ici décrit ses produits comme les Clean Label, et la façon dont ils expliquent le Clean Label aux consommateurs, c'est un produit simple, naturel et sans additifs. Mais effectivement, c'est toujours la même chose quand comme ça on s'embarque dans des stratégies et qu'on commence à en parler beaucoup en interne dans une entreprise, il y a toujours le risque que finalement on perde un peu le contrôle du mot qu'on utilise et qu'on commence à l'utiliser auprès des consommateurs. Pour l'instant, ce n'est pas du vocabulaire, ça répond à une vraie demande des consommateurs qui sont, comme l'expliquait Lauriane, moins d'additifs, moins de conservateurs, ce genre de choses, mais la notion de clean label n'est pas comprise par les consommateurs. Autre chose que je voulais mentionner avant de regarder les différentes justement voies vers le clean label. Le clean label, c'est aussi la difficulté en fait, c'est de trouver un équilibre entre des formulations qui sont simplifiées, épurées, et un packaging qui va communiquer ça. Et pourquoi je vous ai mis ce produit ici, Zigis, qui est une marque de Lactalis qui est vendue notamment aux États-Unis, parce que je trouve que le produit illustre bien ou trouve bien l'équilibre entre une liste d'ingrédients simples et un packaging simple et épuré, sans pour autant tomber dans le travers de mettre plein d'allégations en disant « Regardez, on a enlevé tel ingrédient, on a moins de sucre qu'avant. » Puisque, juste pour valider ce point, vous voyez que près de 40% des consommateurs français trouvent que s'il y a trop d'informations sur un packaging, c'est un peu difficile de faire confiance à la marque. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver entre ce qu'on retire et comment on market ou comment on communique le fait qu'on a simplifié et rendu plus naturel ces listes d'ingrédients. Pour revenir aussi sur ce que disait Lauriane, le Clean Label a plein d'interprétations. C'est intéressant d'ailleurs de voir d'un pays à l'autre les définitions. Vos collègues américains, par exemple, considéreront que les poules élevées en cage font partie des stratégies Clean Label. Ici, vous voyez qu'on n'a pas mis ça, mais en gros, c'est effectivement tout ce qui est ingrédients artificiels, allergènes, et aussi, on va parler d'autre chose, c'est tout ce qui est process de fabrication, méthode de fabrication, qui peuvent être justement plus ou moins naturelles ou communiquer justement plus ou moins cette idée de naturalité. Donc, revenons à nos consommateurs français et à ce qu'il faut supprimer des produits puisqu'ils n'en veulent plus. Ce qu'il faut supprimer des produits, c'est effectivement d'abord les ingrédients artificiels, puisque quand on demande aux consommateurs français qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils cherchent des aliments bons pour leur santé ou des aliments sains, c'est d'abord des produits sans ingrédients artificiels.
Le sucre vient avant. Vous voyez que ensuite, c'est le sel et le gras. Peut-être que si on avait posé la question il y a une dizaine d'années, ça aurait été essentiellement les matières grasses. Mais au jour d'aujourd'hui, les consommateurs français sont obsédés par la naturalité et cherchent des produits sans ingrédients artificiels. Encore une fois, ça s'applique aussi bien aux produits bio qu'aux produits conventionnels. Quelque chose d'intéressant aussi, il y a quand même ici une forte demande des consommateurs pour des produits qui sont justement riches en fruits et légumes, ce qui effectivement est probablement une aubaine pour un certain nombre d'entre vous. Alors, comment on communique justement au-delà finalement de la reformulation, comment les marques communiquent la simplicité de leur liste d'ingrédients? Il y en a beaucoup qui, justement, communiquent directement sur les ingrédients. On a ici un exemple de Arla qui a lancé un yaourt au Royaume-Uni qui ne contient que 2 ingrédients. On a vu jusque très récemment, c'était souvent 3 ingrédients parce qu'il y a du sucre. Maintenant que les consommateurs anglais rejettent complètement les sucres ajoutés, ils sont passés à 2 ingrédients. Donc, une liste d'ingrédients qui est très simple, du yaourt et des fruits. On peut discuter de la légitimité d'une telle liste d'ingrédients parce que le yaourt ne pousse pas non plus complètement dans les arbres. Pour faire du yaourt, il y a un certain nombre d'ingrédients, comme on saura. Il y en a au moins 2. Donc, on peut un peu débattre de la transparence ou de l'honnêteté d'une telle liste d'ingrédients, mais ce qui est sûr, c'est que la communication est intéressante ici, et notamment avec le fait qu'il y a 0 extra, et notamment il n'y a pas de sucre ou d'additifs. Ici, pour le burger végétarien de Nestlé, bien sûr, ils ne pouvaient pas se contenter de 2 ingrédients, il y en a plus que ça, mais la façon dont ils décrivent la simplicité de leur liste d'ingrédients, c'est de dire que ce ne sont que des ingrédients qu'on connaît. Vous verrez, on va voir un autre exemple aussi d'entreprise qui parle du fait que leurs produits ne contiennent que des ingrédients que l'on peut prononcer. J'avais vu aussi des gens sur un produit, l'allégation, c'était que des ingrédients qu'on pourrait trouver dans les placards de nos grands-mères, ce genre de choses pour revenir à des choses assez simples. Revita, qui fait des toasts, choisit une façon plus illustrative de parler de ses produits, puisque à l'arrière du pack, ils dessinent les 4 ingrédients qui ont été utilisés pour faire leurs espèces de biscottes. Il y a aussi la solution de dire ce qui n'est pas inclus ou ce qui a été retiré du produit ou ce qui n'est pas inclus, notamment les allergènes. Encore une fois, il s'agit de trouver la bonne balance. Quand on voit que ce produit ici ne contient pas de bisphénol A, on peut toujours se poser la question de si un consommateur voit ça, s'il lit un peu vite, d'abord il peut se demander ce que c'est. S'il ne s'est pas vraiment penché sur la question, ça peut l'inquiéter. Je m'étais posé un peu cette question quand en France, on a vu beaucoup de lancements de charcuterie sans nitrite. Et c'est toujours la même chose, on voit en énorme sur un paquet de tranches de jambon sans nitrite. Est-ce que ça peut inquiéter les consommateurs et qui se disent pourquoi avant il y avait du nitrite, ceux qui ne savaient pas, finalement ça les éduque. Il se trouve que pour cette allégation en particulier, c'était assez vendeur, mais il y a toujours le risque effectivement d'alerter les consommateurs sur ce genre d'ingrédients, ou par exemple sur les OGM qu'on voit dans les produits laitiers sans OGM ou nourris avec des vaches, à partir de lait de vaches nourries sans OGM. Encore une fois, ça éduque des consommateurs sur des choses qu'ils ne savaient peut-être pas. Juste un petit point d'ailleurs sur les allergènes, puisque on a vu que ça faisait partie de la liste d'ingrédients. Je vous demande 2 secondes, je vais tous... Excusez-moi, voilà. Ça faisait donc partie des listes à retirer des formulations ou à surveiller. C'est finalement quelque chose qui est assez peu fait en France. Quand on regarde les innovations de ces dernières années sur l'agroalimentaire en général, il n'y a que 7% des produits qui ont été lancés en France qui ont une allégation sans gluten et 1% des produits qui ont une allégation sans lactose.
C'est pas beaucoup et c'est en fait assez surprenant puisque si on met ça en parallèle avec les demandes des consommateurs français, on a chez Mintel des données qui nous disent que plus d'un quart des consommateurs français évitent le lactose. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'en consomment plus du tout, mais c'est quelque chose qui surveille. 11% parce qu'ils sont intolérants, donc c'est pas un choix, c'est une véritable nécessité, ou en tout cas une nécessité perçue. Et on a 16% des consommateurs français qui disent aussi éviter le gluten, ce qui est aussi beaucoup. Et finalement, on trouve assez peu de produits sur le marché. Une autre façon de passer au clean label, c'est justement de rassurer les consommateurs sur les processus de fabrication. Et c'est finalement ce qu'on va voir après. Yuka a eu beaucoup de succès et a beaucoup de succès, mais Yuka épluche les listes d'ingrédients. Et ce qu'on commence à voir, c'est justement des applications qui vont donner un degré de processing ou un degré de fabrication, de transformation des produits. Et là, je pense qu'on risque d'être assez surpris quand on regarde la classification Zika. Il y a quelques produits qu'on imaginait finalement plus naturels. Donc, je pense que l'étape d'après, ça va être de rassurer les consommateurs sur les processus de fabrication. Par exemple, quand on vend du yaourt, on peut rappeler aux consommateurs que c'est simplement des produits qui contiennent du lait et des ferments, que la fermentation est une méthode de production traditionnelle, ce genre de communication. On a quelques exemples justement ici de communication autour des méthodes de processing ou des méthodes de fabrication. L'exemple au milieu, c'est une soupe, par exemple, qui a été faite avec de la pression à froid. Et à droite, on a un exemple aussi où on parle des produits qui ont été cuisinés à basse température, donc une façon de rassurer les consommateurs sur, encore une fois, les processus de fabrication, notamment les températures utilisées. Ici, je voulais vous parler d'autre chose, en fait, du lien qui est en train de se créer entre tout ce qui est développement durable et produits meilleurs pour la santé. Et bien sûr, c'était la chasse gardée des produits bio jusque-là, mais on commence à voir finalement d'autres propositions, alors que les marques se soucient un peu plus du développement durable, qui deviennent finalement une vraie menace pour les produits bio. Je pense à toutes ces sociétés et marques qui commencent à parler d'agriculture régénérative, par exemple. C'est une vraie menace pour le bio, puisque c'est une proposition, cette agriculture-là, qui finalement concurrence directement les produits bio. Et puis même finalement à des niveaux un peu plus fins, plutôt que de parler globalement de l'agriculture, mais l'exemple qu'on a ici au milieu du respect de la fertilité des sols, du respect de la biodiversité, toutes ces communications autour du développement durable rassurent les consommateurs sur la naturalité des produits, donc les positionnent comme meilleurs pour la santé, mais deviennent une vraie menace pour les produits qui, eux, sont certifiés bio. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne peut pas s'inspirer de ces communications quand on est déjà positionné sur le bio. On peut en remettre une couche, si j'ose dire, en parlant un peu plus de biodiversité ou en parlant de bien-être animal, par exemple. On peut aller au-delà. D'ailleurs, ce sera le sujet de nos présentations au mois de mars. Quelque chose qu'il va falloir commencer à suivre. Et là, j'ai juste eu une slide là-dessus, mais finalement, tout ce qui est clean label, ça va être aussi clean packaging, puisque au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se positionner comme étant à la fois bon pour la santé et bon pour l'environnement en ayant trop de plastique. On sait qu'il y a un rejet très profond finalement des consommateurs sur le plastique. Ça risque de se calmer, mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de focus sur le sujet. Donc, je pense que la dimension packaging est aussi à prendre en considération dans ces démarches ou stratégies de clean label. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Essentiellement, ce qui est à retenir de ma présentation, c'est qu'on a des consommateurs qui font confiance aux produits bio, mais qui ont besoin davantage de preuves et peut-être même de preuves tangibles. On a parlé de preuves scientifiques. Une demande de preuves justement pour maintenir l'écart entre les produits bio et les produits conventionnels. En ayant plus de preuves, ils comprendront mieux pourquoi
pourquoi les produits bio sont vendus plus cher, parce qu'ils coûtent plus cher. Et l'autre point que je voulais faire, c'était finalement, on a des consommateurs qui ont une approche maintenant de l'agroalimentaire qui englobe aussi, par exemple, les problématiques de développement durable. Donc, ça force notamment les marques de produits bio à aller au-delà de ce qu'elles proposent, au-delà de la certification. Le Clean Label est une démarche par rapport à la formulation. Il va y avoir donc le packaging et puis il va falloir aussi penser de façon encore plus large, et encore une fois, c'est ce dont on discutera, mais en intégrant le bien-être animal, en intégrant des stratégies de recyclage, en allant finalement au-delà pour toujours garder cette différenciation. Merci Caroline. Avant de passer aux questions-réponses, donc je vous disais en introduction que l'idée aussi de ce partenariat avec Mintel, c'est d'aller un cran plus loin pour vous aider sur vos problématiques d'innovation et de veille concurrentielle. Donc justement, Mintel est une des briques qui nous permet de réaliser au cluster de la veille produits et tendances. Donc, sur la partie Mintel, nous sommes abonnés à la base de données produits. Je vais montrer un petit exemple. Et voilà, ça nous permet vraiment d'additionner une corde à notre arc au-delà de la veille sur les réseaux sociaux, sur les conférences, les différents salons, les abonnements. Et c'est donc aussi l'occasion de pouvoir développer pour des problématiques spécifiques chez vous, du coup, une veille personnalisée, donc sous forme d'un rapport par mois, ou sinon de pouvoir faire un rapport sur une problématique spécifique, un état des lieux. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Et donc je vais vous montrer juste après un peu le type d'informations qu'on peut avoir. Donc Caroline montrait tout à l'heure différents packaging. Donc ces fiches ne seront pas transmises telles quelles, mais voilà, ça vous donne au moins une idée aussi par rapport à la base de données Mintel, quelles informations nous avons en notre possession. Du coup, des images de produits comme si on les avait sous la main. Donc là, c'est un produit finlandais avec le prix, les packaging, les revendications qui sont faites et qui sont traduites en anglais, donc on pourra retraduire, mais qui permet aussi de savoir comment la marque parle sur ce produit. Et ensuite, sur la deuxième slide, tout ce qui est plutôt information nutritionnelle, également tout ce qui est suivi des ingrédients, de composition du packaging, ce qui nous permet ensuite de faire des analyses sur quelles sont les tendances, par exemple, d'utilisation d'un ingrédient dans une catégorie de produits, et ensuite comment ça se passe en France, mais également à l'international. Et donc, sur la dernière slide, je vous ai mis une cartographie je suis restée sur la catégorie des desserts glacés du monde, avec un exemple de produit dans chacune de ces pays, chacun de ces pays, qui permet de voir ensuite quelles sont les allégations qui sont possibles et qui sont différentes. Est-ce qu'en fonction du pays, on va être sur des ingrédients différents? Si oui, lesquels? De voir vraiment tous ces éléments et également pouvoir étudier le dynamisme d'un pays par rapport à un autre, notamment ici sur les desserts glacés de septembre 2018 à septembre 2020. C'est l'Allemagne et le Japon qui ont lancé en tout cas le plus de produits. Donc voilà, ça peut donner des idées justement de développement. Et donc nous, via notamment ce partenariat avec Mintel et les autres outils que nous utilisons, on peut maintenant vous aider. On a une corde à notre arc en plus pour pouvoir vous aider sur de la veille personnalisée ou sur des rapports quand vous êtes face à une problématique de positionnement ou d'innovation produit. Donc, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous aviez fait remonter quelques questions au moment du questionnaire. Donc, on va déjà peut-être pouvoir répondre à la première question qui avait été soulevée. C'était le fait que la demande si le Clean Label était applicable aux compléments alimentaires et aux cosmétiques. Donc, de mon côté, la partie cosmétique, il y a des labels privés, notamment la Slow Cosmetics. C'est donc un label qui va dans le sens du Clean Label, qui va être sur moins d'ingrédients, plus moins d'ingrédients artificiels. Donc là, il y a vraiment cette
ce parallèle à faire entre Clean Label et par exemple Slow Cosmétique, sur les compléments alimentaires, c'est aussi des stratégies qui existent d'aller sur du Clean Label, mais qui, comme disait Caroline, ne sont pas forcément explicitées aux consommateurs comme telles, mais qui sont par contre voilà, dans la façon de construire le produit. Oui, j'avais envie de faire le parallèle en fait avec tout ce qui est alimentation pour bébé ou poudre pour bébé, c'est-à-dire que en fait le clean label pour les compléments alimentaires va avoir une limite, c'est-à-dire qu'il faut retirer tout ce qui n'est pas nécessaire, mais finalement comme il y a une recherche de santé fonctionnelle, il ne faut pas non plus tout retirer puisque sinon l'essence même du produit part avec le reste. C'est comme, encore une fois, les poudres pour bébé. Il y a des listes d'ingrédients qui sont très, très longues. On peut apporter du clean label en renforçant le fait que, par exemple, les produits sont sont vraiment à base de lait plutôt que de poudre de lait, mais tout ce qui est vitamines, minéraux, toutes ces choses-là, finalement, qui sont qui font l'essence du produit, doivent bien sûr rester dans la formulation du produit. Sur la question d'Amandine, sur est-ce qu'il existe des clean labels collectifs où chaque marque définit ses propres définitions? Comme on disait tout à l'heure, chaque marque a sa définition, mais part quand même d'une base assez commune, notamment justement la réduction des listes d'ingrédients, le fait de changer donc artificiel à naturel. Et l'exemple de la slow cosmétique, c'est une façon d'avoir créé un label qui réunit ces différents éléments. Après, sur la partie agroalimentaire, je n'ai pas forcément en tête un label qui soit… Alors, il n'y a pas de label, mais il y a des communications quand on entend Intermarché qui s'engage à supprimer un certain ou à reformuler un certain nombre de produits, c'est finalement communiquer sur leur démarche de clean label. Il me semble que Kerry Ingrédients a communiqué aussi il y a quelque temps sur justement leur vision de ce qu'allait être le clean label pour Kerry. Donc, ça peut être aussi une stratégie de communication au niveau de l'entreprise finalement sur les ingrédients qui vont être supprimés. Avec toujours le risque, encore une fois, d'attirer l'attention des consommateurs sur quelque chose qu'ils ne savaient pas forcément. Quand c'est une chaîne de supermarché, c'est un peu différent. Quand c'est une entreprise qui transforme les produits, il faut évaluer effectivement l'impact sur les marques que ce genre de communication peut avoir. Merci. Et sur la question donc, de Mathilde, sur la moyenne d'ingrédients utilisés dans les produits dits Clean Label. Ça dépend beaucoup des catégories en fait, parce qu'on a vu donc l'exemple du yaourt qui était un peu limite. Donc il y a certaines catégories, par exemple, j'imagine que sur les catégories comme les produits de la boulangerie, on doit pouvoir réduire pas mal. Ou les produits laitiers, on peut réduire, mais il y a effectivement d'autres catégories. Si c'est les plats tout préparés, il y a un moment aussi, il y a l'aspect fonctionnel, mais il y a un moment, il y a l'aspect goût. C'est-à-dire que, encore une fois, il s'agit de supprimer ce qui n'apporte rien au consommateur, rien de tangible. On sait bien qu'il y a des texturants, des choses qui apportent finalement du goût et du plaisir sans que le consommateur s'en rende compte. Mais ou il faut remplacer par des produits qui ont l'air d'être plus naturels plutôt que des arômes. Il faut remplacer avec les vraies herbes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au nom du clean label, les consommateurs ne vont pas, en tout cas sur toute la catégorie, faire un compromis sur le plaisir et le goût. Donc, il ne faut pas tout retirer. Alors, il y a aussi, moi, je pense, venant plutôt de la partie cosmétique, j'ai en tête, par exemple, Garnier qui communique aussi par rapport à cette traduction Clean Label, donc qui peuvent dire avec moins de 10 ingrédients et qui vont aussi dire, bon, c'est un texturant, mais qui apporte de la texture. Voilà, de le dire aussi sinon de façon transparente à quoi sert cet ingrédient, parce qu'en fait, c'est aussi la non-compréhension du terme qui va, du coup, créer soit une peur, soit une crainte, en tout cas, de ne pas savoir est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Oui, absolument. Il y a aussi expliquer les fonctions de l'ingrédient et pourquoi l'ingrédient est encore dans la liste d'ingrédients. Oui. C'est ça. Et après, à l'inverse, je pense aussi à d'autres exemples. Il peut y avoir aussi des marques qui vont jouer, au lieu de jouer sur le sang, vont dire avec plus de, avec un pourcentage de matière active ou
d'être voilà, plutôt sur la valorisation, de dire que en fait, dans le produit, tout est bon. Tout est bon, tout est Tout utile. sert à quelque chose, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde sinon dans les autres questions qu'on avait récupérées d'avant. Mais du coup, on en a peut-être déjà parlé, mais est-ce qu'il y a une catégorie de produits qui revendique plus le Clean Label que d'autres? Non, j'ai l'impression que j'ai l'impression que finalement, comme c'est une demande des consommateurs très forte pour moins d'additifs, pour plus de naturalité, finalement, toutes les catégories font ça. J'ai envie de vous dire, à part les eaux minérales, peut-être. Et encore, ouais, il y en a qui vont dire avec sans cet élément-là ou qui vont le Peut-être mettre en bien, oui, avant. c'est vrai. Mais donc, non. Et puis, en fait, il y a le premier stade qui est une nécessité d'enlever ces additifs et ces additifs, ces conservateurs que les consommateurs ne veulent plus voir dans les listes d'ingrédients, qui sont en rouge dans Yuka. Et puis, il y a l'étape d'après où on va effectivement au-delà pour... on profite de la supernaturalité des produits. Mais il y a effectivement d'abord la première étape qu'on fait discrètement en reformulant parce qu'il faut se mettre au niveau de tout le monde. De se mettre ouais, en conformité avec les applications. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, si vous êtes la partie aussi compliquée de transformation, de clean labellisation des produits, on a donc dans le réseau du cluster Verifoodie qui aide aussi justement, qui est, on va dire, spécialiste sur ce clean label et qui peut vous aider ou vous indiquer en tout cas des façons d'aller simplifier vos formules si vous le souhaitez. Et si on n'a pas d'autres questions, bah écoutez, merci à tous. Donc pour rappel, vous recevrez donc le replay, le mail avec le replay dès demain. Et n'hésitez pas à faire remonter voilà, des questions, des remarques pour une prochaine fois. Et donc merci beaucoup Caroline, Merci en à direct tous. de London pour ce webinaire à deux. Et puis pour les autres qu'on ne revoit pas tout de suite, soit à Natexpo, soit évidemment à Bio Days en mars 2020, s'il n'y a pas d'autres rendez-vous avant. Bonne Merci. journée. Au Au revoir. revoir.